Bonjour et bienvenue à votre rendez-vous de grande édition sur la télévision rwandaise. Cette semaine qui s'achève aura été marquée au Rwanda, entre autres, par le Congrès africain des comptables, ACOA en sigle en anglais, une conférence panafricaine dédiée à la comptabilité professionnelle qui a rassemblé plus de 2000 participants venus de l'ensemble du continent africain et du monde entier. Que faut-il retenir de cette conférence? Quelles sont les impressions des participants à cette conférence et que faut-il attendre de la prochaine édition de 2027 au Sénégal? Suivez. Chaque échange a renforcé notre conviction que notre profession est un pilier du développement économique et social de l'Afrique. Ensemble, nous avons créé des liens, échangé des idées et inspiré des changements. Soyez-en tous remerciés. Fort de cette dynamique positive, c'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que nous recevons aujourd'hui la confiance que vous témoignez à l'ONECA Sénégal pour l'organisation de l'ACOA 2027. La République du Sénégal, fidèle à son attachement historique à l'unité africaine, tel qu'inscrit dans le préambule de sa Constitution, vous ouvre grand ses bras. Notre identité, nourrie par des valeurs culturelles de paix, d'hospitalité, d'ouverture et de teranga, nous engage pleinement à faire de ce rendez-vous un événement d'exception à la hauteur de nos ambitions collectives pour l'Afrique. Nous concevrons l'ACOA 2027 comme une mission commune, portée par l'ensemble de la région Afrique de l'Ouest à travers l'ABOA, et soutenue par notre grande famille francophone de la FIDEF, c'est-à-dire même jusqu'en Afrique du Nord, Afrique du Centre, etc. Tous les francophones seront impliqués dans cette préparation du congrès ACOA 2027. La FIDEF dépasse les frontières africaines et européennes. Ensemble, en collaboration étroite avec la PAFA, nous organiserons un moment historique qui sera le retour de la PAFA sur sa terre natale au Sénégal. Kigali a vraiment été à la hauteur de sa réputation en tant que centre d'innovation en Afrique. Nous sommes particulièrement reconnaissants à l'honorable ministre des Finances, dont le soutien a été déterminant pour la réussite de ce congrès. Pour conclure, je vous laisse avec les mots de Nelson Mandela. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Rentrons dans nos pays inspirés et unis dans nos objectifs, déterminés à traduire ce que nous avons appris ici en actions mesurables et déterminés à défendre les valeurs qui définissent notre noble profession. Alors que nous tirons le rideau sur ce qui a été un ACOA 2025 incroyablement enrichissant et inspirant ici dans la ville vibrante de Kigali, je me tiens devant vous avec une gratitude et une fierté immense. Au cours de ces derniers jours, nous avons engagé des conversations transformatrices, échangé des idées innovatrices et renforcé les liens professionnels qui permettront à notre continent d'aller de l'avant. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement nos hôtes, le gouvernement et le peuple rwandais pour leur chaleureuse hospitalité, leur organisation sans faille et pour avoir créé un environnement propice à un apprentissage approfondi et à une mise en réseau fructueuse. Continuons l'actualité avec les Guinéens vivant au Rwanda qui se réjouissent des opportunités qui leur sont offertes grâce aux bonnes relations entre les autorités rwandaises et leur pays d'origine. Ce lien solide leur permet de mener à bien leurs projets dans les deux pays. Suivant Enora Gladys. Maître Amadou Diegoba est guinéen qui vit au Rwanda depuis 1998, où il exerce le métier de tailleur. Aujourd'hui, il travaille avec les Rwandais, dont certains qu'il a lui-même formés.
Depuis 98. L'expérience, donc la couture, ce qu'on faisait, c'est nous, donc ce n'était pas tellement aimé ici à Kigali, mais c'est doucement les gens du Rwanda, on a aimé notre culture. Donc les boubous et les habits qu'on porte, les habits vestes africains, donc après les Rwandais, on a aimé ça. Donc c'est là qu'on a continué, on va, donc ça va, après ça, on continue d'enseigner des Rwandais, beaucoup de Rwandais, parce que, par exemple, moi-même, j'ai enseigné presque 12 Rwandais. Et jusqu'à maintenant, dans mon atelier, j'ai 8 Rwandais que j'ai en train d'enseigner encore. Les Rwandais, il y a cet Rwandais qui prend les métiers très vite même d'ailleurs, et on se comprend, parce que comme il y a une dame qui est là, elle, on a travaillé 25 ans, on est ensemble. Adolphe Loa, qui vit au Rwanda depuis près de 11 mois, témoigne à son tour de la qualité de vie qu'il mène ici avec ses compatriotes. Permettez-moi d'adresser mes chaleureux remerciements au président de la République de Guinée, du Rwanda, je vais dire, son Excellence Paul Kagame, qui réserve et qui a toujours réservé un accueil chaleureux au peuple guinéen, au Rwanda ici. La Guinée et le Rwanda sont des amis depuis très longtemps. Et depuis le 21 septembre depuis le 5 septembre 2021, voilà, sur le leadership de son Excellence Général Mamadi Doumbouya, qui a pour vision de promouvoir la diplomatie guinéenne et faire de la diaspora guinéenne une priorité dans le développement de notre pays. Nous avons vu l'ouverture d'une ambassade de Guinée au Rwanda, ce qui matérialise réellement les pensées et les visions du chef de l'État. Aujourd'hui, étant en tant que Guinéens sur le territoire rwandais, nous nous sentons chez nous. Nous nous sentons chez nous et nous saluons cette coopération qui est vraiment une coopération bilatérale entre frères, entre pays frères, entre le Rwanda et la Guinée. Le premier secrétaire chargé des affaires consulaires à l'ambassade de Guinée au Rwanda, M. Sori Sidibé, souligne quant à lui que les Guinéens ont beaucoup à apprendre du peuple rwandais. Ce recensement démontre que le nombre de Guinéens vivant ou résidant au Rwanda ici est tellement considérable que nous pouvons voir cette grandeur à travers la croissance économique du Rwanda, puisque quand vous voyez aujourd'hui les Guinéens, ils contribuent à payer les taxes. Les leçons que les Guinéens que nous sommes peuvent tirer à travers ce beau pays que nous appelons le Rwanda, c'est de s'inspirer tout simplement des faits marquants qui se sont déroulés au Rwanda à travers les phénomènes du génocide et voir ce pays, après 30 ans, la croissance et le développement qui se voit aujourd'hui au Rwanda, c'est quelque chose de salutaire qui doit tout simplement démontrer à nous les Guinéens cette résilience que le Rwanda a développée ici. Ça nous invoque tout simplement à s'aimer entre nous. Le week-end dernier, le président guinéen, le général Mamadi Doumbouya, a effectué une visite d'amitié au Rwanda. Il a été accueilli par son Excellence le président Paul Kagame, qui l'a également accompagné dans une visite pâturage de Kiwugabuga dans le district de Bugesera. Le ministre des Affaires étrangères de Guinée, Dr Maurice Sanda Kouyaté, a déclaré que cette visite visait à renforcer les excellentes relations entre les deux pays. Le général Mamadi Doumbouya effectue actuellement une visite d'amitié et de fraternité au Rwanda. Ces deux mots sont extrêmement importants. Il est venu quelques fois ici, mais cette fois-ci, c'est vraiment une visite de fraternité. Ces relations sont devenues des relations fortes, des relations fraternelles. Et cela influence directement les relations de coopération et d'amitié. Ils ont discuté, comme ça, durant cette visite, de tous les domaines. Le domaine économique, le domaine social, culturel et le domaine politique. Actuellement, la communauté guinéenne résidant au Rwanda est estimée à environ 700 personnes. Selon le président de leur communauté ici au Rwanda, beaucoup d'entre eux
fassent des activités professionnelles dans les deux pays. Enora Gladys pour la télévision rwandaise. Place maintenant à la 31e commémoration qui continue puisqu'on est toujours dans les 100 jours de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. L'écrivain français Daniel Lescornet vient de publier un livre intitulé « Comprendre le mécanisme génocidaire » destiné à la jeunesse rwandaise et étrangère. Selon l'auteur, une grande partie des jeunes ne connaît pas l'histoire du génocide contre les Tutsis parce que les adultes n'ont pas encore su la leur transmettre de manière adéquate. J'écris, je travaille sur le génocide depuis des années, je l'ai déjà fait en France. Ce génocide intéresse aussi la France, vu sa complicité dans ce génocide. Maintenant, je suis aussi rwandais, donc j'ai une double raison de m'intéresser au génocide. J'ai déjà écrit d'autres livres sur le génocide, avec moi le dernier Tutsi, avec Charles Abonimana, avec les veuves du génocide, les veuves d'Avega. Et il m'a semblé très important de poser un problème sur le problème de la transmission. Parce que, évidemment, ce génocide nous a appris des choses au corps sur le mécanisme génocidaire. Ce n'est pas seulement un génocide de plus, c'est un génocide qui apporte de nouvelles connaissances universelles sur le mécanisme génocidaire. Mais le livre veut surtout permettre à la jeunesse non pas seulement d'apprendre ce mécanisme génocidaire, mais de s'imprégner réellement de ce savoir. Parce que il y a la difficulté qu'on rencontre, que tant les rescapés que l'ensemble des personnes qui étaient présentes, les papas, les mamans, durant toute cette période tragique, c'est comment on va en parler à notre enfant. Comment on va lui permettre d'avoir accès à une connaissance qui pourra lui servir toute la vie, pas seulement pour commémorer le génocide, mais aussi pour qu'il soit un acteur demain de tout retour, pas seulement au Rwanda, mais dans le monde entier, de ces processus identitaires qu'on voit fleurir sur la planète avec malheureusement cette idée que les génocides ne sont pas seulement derrière nous, mais la situation actuelle peut conduire à ce que de nouveaux génocides sur la planète se développent. Et comment des citoyens qui ont vécu, dont les parents ont vécu, dont les grands-parents ont vécu tragiquement ce génocide, peuvent eux-mêmes, pour eux-mêmes, mais aussi pour la planète tout entière, avoir une capacité d'action sur la situation. Un jeune, dans le fond, apprend s'il a l'impression que ça l'intéresse personnellement, s'il a l'impression que ce n'est pas seulement les adultes qui veulent lui faire porter un fardeau du génocide, des erreurs passées, des tragédies passées. Et pour ça, j'ai tenté, avec mon style bien sûr, en respectant l'enfance, en respectant l'adolescence, de façon non paternaliste, ça aussi il faut se méfier de cette vision-là, de façon non autoritaire non plus, c'est-à-dire en respectant vraiment ce qu'est un enfant, ce qu'est un jeune, ce qu'est un adolescent, de trouver des moyens supplémentaires à ceux qui existent déjà pour que les jeunes soient en sympathie directe avec ce génocide. S'ils ne sont pas en sympathie directe, s'ils ont l'impression que c'est un phénomène extérieur, un peu lointain, ils peuvent s'en désintéresser, voire même le rejeter. Alors pour ça, j'ai surtout travaillé sur l'aspect de la complicité, là au sens positif du terme, entre les jeunes d'aujourd'hui et les jeunes du génocide. En montrant que les jeunes du génocide, ceux qui malheureusement ont été exterminés, mais aussi ceux qui ont été rescapés, et il y en a beaucoup, parce que ce génocide est un génocide de l'enfance. Jamais un génocide a exterminé autant d'enfants. De montrer que les jeunes du génocide ont fait, pour survivre, ont mis en œuvre des capacités qui sont celles de la jeunesse, celles de l'adolescence, qui ne sont pas les mêmes que celles des adultes. Et en mettant cette vision-là, on peut créer une sympathie directe entre les jeunes de maintenant
et les jeunes du génocide. C'est très important qu'il y ait cette connaissance de ce qui s'est passé pour les enfants, pour la jeunesse, durant ce génocide. Deuxièmement, j'ai mis beaucoup d'efforts à ce que l'expérience qu'ont les jeunes, parce que quand on est jeune, on construit son identité, et souvent sa seule identité, c'est le regard des autres et le regard qu'il pose sur les autres. C'est ça l'identité d'un jeune. Alors soit il y a un conformisme et on se met en relation avec le groupe, soit on développe sa propre personnalité. Les jeunes sont très informés des problèmes de boucs émissaires, d'exclusion, de harcèlement, etc. Et par là, ils peuvent comprendre comment peut s'enclencher un processus de groupe, et ils peuvent aller jusqu'à la compréhension, ce qui est terrible, comprendre pourquoi une population, à un moment donné, peut majoritairement participer au meurtre de masse. Je crois que vu la répétition des génocides dans l'histoire humaine, il faut maintenant aller à la compréhension jusqu'au bout de ce qu'est le phénomène génocidaire. Et le scandale absolu pour un jeune, c'est évidemment de savoir que des gens normaux, qui ne sont pas fous, participent au massacre de masse. Et je crois que les jeunes peuvent le comprendre à partir de ce qu'ils sont, à partir de leur formation, de leur propre identité. Le ministère rwandais de l'Éducation indique avoir révisé le programme scolaire pour aider les jeunes rwandais à bien connaître l'histoire du pays, afin de marquer la différence avec la jeunesse qui, dans le passé, a sombré dans le négationnisme, dans le divisionnisme, et l'idéologie de la haine. Suivant. Comprendre le mécanisme génocidaire et de Daniel Lescornet, faisant partie intégrante des commémorations du 31e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis. Que cette initiative honore en elle-même nos sœurs et frères victimes de celui-ci, nos sœurs et frères rescapés et plus particulièrement encore tous les enfants, tous les jeunes qui ont pâti de ce génocide. Génocide qui, cela a été souligné avec émotion, a été comme nul autre un génocide de l'enfance. Bien sûr, je remercie Daniel Lescornet, notre auteur. Est-ce que vous pouvez joindre à moi pour remercier Daniel Lescornet? On connaît bien Daniel Rugamba, l'auteur avec Charles Habonimana et moi, les derniers Tutsis, celui de l'histoire de notre capitale, si Kigali était compté, celui de l'histoire du génocide au féminin, attendez-nous l'histoire des veuves du génocide, mais là, c'est encore autre chose. Ce prétendu petit livre contient en réalité une immensité de ressources qu'il va nous falloir maintenant savoir exploiter. Je pense qu'il va falloir le faire avec méthode. La bibliothèque jeunesse à notre disposition concernant l'étude des génocides ne court pas tant sous les œuvres qui nous serait loisible de négliger ce livre dans l'ensemble de notre système de l'enseignement. Je pense que la première voie est de former nos formateurs, celles et ceux qui ont la si noble tâche de former les enseignants rwandais. Ceci pour que le maximum d'écoles puissent à un second temps se saisir de ces ressources, valorisent après les écoliers tout leur potentiel. Non seulement un traumatisme, voire un repoussoir, mais bien une envie, un désir
permettant à tous les enfants rwandais, à tous les jeunes rwandaises et rwandais de participer activement comme des héros civiques du quotidien à la culture de la paix. C'est à ce prix et sous cette méthode que nous serons tous enfants, parents, éducateurs à la hauteur du sacrifice des héros qui ont arrêté le génocide perpétré contre Tutsi, qui ont libéré le pays, qui ont alphabétisé l'intégralité de notre jeunesse. Traversons la frontière nationale pour nous rendre à Bangui, où les habitants de la capitale centrafricaine affirment que la contribution des forces rwandaises de défense à la stabilité de ce pays a tissé des liens forts avec la population locale. Jean Damascène, Manéchingui nous en dit plus. L'ambiance au comble à Bangui, la capitale centrafricaine aux heures tardives de la soirée. La circulation reste intense et la population n'a aucun souci sécuritaire. Pour cause, les forces rwandaises de défense patrouillent dans les rues de la capitale pour s'assurer que rien ne compromet la tranquillité des Banguissois. Dans cette patrouille nocturne, la caporale Chantal Bamire est toujours présente. Sa tâche au sein des forces rwandaises de la mission onusienne de maintien de la paix en République centrafricaine, c'est de conduire des véhicules blindés. Un travail qui est la sienne depuis qu'elle a rejoint les forces rwandaises de défense. En la rencontrant dans les rues de Bangui, notre grande curiosité a été de savoir si ce travail n'est pas pénible pour elle. Ce travail n'est pas compliqué. Il suffit seulement de l'aimer et d'avoir la détermination. À cela s'ajoute l'appui de nos autorités et en particulier celui de notre pays qui reste très proche de nous. Rien ne peut nous résister puisque nous avons le plein soutien du pays. Il n'y a pas de lieu de céder au découragement puisque nos autorités sont à nos côtés. Avec elles, nous venons à bout de tout. Caporal Chantal explique que la réussite des tâches apparemment difficiles est due en grande partie à l'excellent leadership des forces rwandaises de défense en particulier. Nous apprenons beaucoup et le pays met à notre disposition tout le nécessaire. Nous sommes plus que motivés au travail. On nous encourage à apprendre et à travailler tout en nous montrant que nous sommes capables de tout. Nous développons la confiance en nous-mêmes et nous réussissons sans problème. Consciente du rôle qu'elle joue dans les opérations de maintien de la paix en République centrafricaine, la caporale Chantal ne cache pas la fierté qui est la sienne de voir la population centrafricaine paisible avec le concours du Rwanda. Je me sens fière de ce travail. Nous sommes ici parce que notre pays respire la paix et notre présence ici, c'est pour les aider à jouir de la paix comme notre pays. Personnellement, je ne fais pas grand-chose. C'est plutôt mon pays qui fait tout. Si je suis là aujourd'hui, c'est à cause de mon pays. S'il m'a fait confiance de contribuer à la paix dans ce pays, c'est une chose excellente et ça me réjouit de voir combien nous contribuons à la sérénité de ce pays à l'instar du nôtre. Depuis 9 ans maintenant, Caporal Chantal Bamire opère au sein des forces rwandaises de défense. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à embrasser cette carrière, parmi tant d'autres? Ce qui m'a poussé à choisir la carrière militaire, c'est d'abord l'amour que j'avais pour les forces rwandaises de défense. Elles sont excellentes. Elles ont beaucoup réalisé. Elles ont libéré le Rwanda. Je voulais rejoindre l'armée pour contribuer au combat continu de construire le Rwanda. Servir le pays dans la carrière militaire est une excellente option qui ouvre le plus d'horizons à toute personne qui l'embrasse, affirme Caporal Chantal Bamire. Dans l'armée, j'ai beaucoup appris le sens élevé de patriotisme et plus d'engagement pour la défense de mon pays, et cela à n'importe quel prix. Dans le temps, certains métiers étaient considérés comme tabous pour les filles au Rwanda. Bien que les mentalités aient évolué, Caporal Chantal Bamire a tout de même un message particulier à donner
à ses petites sœurs. Quel défi tout complexe, qu'elles nourrissent en elles-mêmes la confiance de soi. En arrivant ici, on nous a encouragés, nous montrant combien nous sommes capables de beaucoup de choses. C'est ce que je dirais à mes sœurs, qu'elles se sentent capables de tout, qu'elles viennent emboîter nos pas. Les réalisations des forces rwandaises de défense en République centrafricaine ont tissé des liens forts avec la population locale, comme en témoigne le maire du 5e arrondissement de Bangui. Vous voyez, nous sommes en parfaite cohésion, le bon vivre, le vivre ensemble. Donc cette initiative favorise le fait qu'on s'échange, on se découvre, on se familiarise. Et avec cet ensemble de tout, ça fait impulser, ça peut promouvoir le développement de notre cité. Vous savez que ce sont nos amis de tous les jours. Ce ne sont pas des partenaires, mais je dis les amis. Et donc, quand on voit la définition de ami, vous voyez, l'ami, c'est celui avec qui on est ensemble, on tombe. Dans les situations de bonheur, on est ensemble. Dans les situations de malheur, on est ensemble. Le contingent rwandais nous ont beaucoup aidés, nous ont beaucoup appuyés. Donc, on préfère qu'on évolue ensemble avec eux. Nous voulons bénéficier de leur savoir-faire, de leur expertise. Outre plusieurs tâches, les forces rwandaises de défense de la mission onusienne de maintien de la paix en Centrafrique sont chargées de la sécurité des autorités centrafricaines et de la ville de Bangui, une tâche à laquelle participent également les forces rwandaises présentes en Centrafrique dans le cadre des accords bilatéraux signés entre le Rwanda et la République centrafricaine. Jean Damascene Manishimwe à Bangui pour la télévision rwandaise. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité. Vous étiez avec Amandine Dikoumassabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.